Bonjour et bienvenue, à tous pour, ces, premiers carnets de l'intérêt, de Média Figaro. L'année, 2020 se termine bientôt. On a un peu envie de dire, tous, «ouf», mais, il faut dire aussi qu'elle aura été, riche, en enseignements. Riche en enseignements sur notre société et notre très grande capacité finalement à accepter la restriction de nos libertés pour le bien commun. Riche en enseignements pour les consommateurs, avec une très grande prise de conscience qu'il fallait consommer moins et mieux, et des attentes grandissantes envers les entreprises. Riche en son enseignement pour les pouvoirs publics, avec cette convention citoyenne pour le climat, qui accélère justement cette prise de responsabilité et cet axe de changement. Et donc, tout naturellement, riche en enseignements pour les marques, pour l'évolution de leur communication vers une communication plus transparente, plus responsable, et en même temps, l'impérieuse nécessité dans ce temps difficile de renouer avec le business, de faire revenir les gens au sein des boutiques ou des lieux de vente. Et donc, cet équilibre fragile et difficile à trouver entre des stratégies de branding et des stratégies de performance. Alors évidemment, nous, grands groupes médias, nous avons aussi notre propre responsabilité, accompagner les audiences, nos lecteurs, dans ces temps incertains, en décryptant cette information complexe, en donnant des conseils, en inspirant. Il était tout naturel que Média Figaro, en sortie de premier confinement, se repose la question avec toute l'équipe du sujet de mais au fond, quelle nouvelle mission et quels nouveaux enjeux. Cette nouvelle mission, pour nous, c'est cultiver l'intérêt de nos audiences et être en capacité de créer pour les entreprises des lieux de rendez-vous avec nos 43 millions de lecteurs, des lieux de confiance afin que les marques puissent parler à ces audiences simplement, efficacement, là où elles sont le plus à même d'écouter. Et la promesse de Média Figaro, c'était aussi plus de partage de la richesse de notre groupe et de ses talents journalistiques, ses talents technologiques. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec ce premier carnet de l'intérêt. Et c'était assez naturel, au fond, que nous disions, mais quel premier thème? Eh bien, celui du RSE. Nous sommes heureux et fiers d'être le porte-parole, un des porte-paroles de ces nouvelles stratégies de communication des entreprises. Et ce que nous vous proposons aujourd'hui, avec les carnets de l'intérêt, c'est une conversation croisée. C'est en tout cas 3 regards différents sur le thème de la sincérité. La sincérité, c'est-à-dire la capacité à mettre en cohérence le but et les moyens, les intentions et les actions. C'est ce qui permet de générer une authenticité qui elle-même sera le pilier de la confiance. Alors, 3 regards et je vais les remercier aujourd'hui. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé et vraiment merci de cette confiance qu'ils nous font également. C'est une vraie chance pour nous d'avoir un regard philosophique avec Julia de Funès, un regard éditorial avec Bertrand Gier, qui est directeur délégué au sein du groupe Figaro et qui a notamment en charge la magnifique mission de la diversification, l'évolution et la digitalisation de cette grande marque Figaro. Et publicitaire avec Marine Séjournant, qui est au planning stratégique, et Benjamin Lassalle, qui dirige 14H et qui nous feront un zoom sur quelques grandes nouvelles prises de position et de parole de ces marques sur la sincérité. Alors nous allons passer 1h30 ensemble. Merci de votre temps et de votre écoute sur un sujet passionnant. Et puis évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions, puisque nous avons aussi fait ce premier cahier de l'intérêt avec stratégie. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Bonjour à tous. Merci à Figaro Média pour son invitation. Merci à Aurore de me donner la parole juste après la brillante et passionnante Julia. Évidemment, c'est toujours facile d'enchaîner. Merci pour la pression, Aurore. Avant de m'interroger avec vous sur ce beau sujet qu'est la place de la sincérité dans l'information et dans l'opinion, je voudrais partager avec vous en guise d'introduction à la fois un constat et un paradoxe. Alors, je crois que c'est à moi de cliquer. Évidemment, il y a toujours un petit sujet. Le constat, c'est que jamais l'information n'a été autant consommée en France. On parle même d'infobésité. Vous avez sûrement entendu
parler de ce terme. Le Figaro.fr, qui est le premier site d'information en France, et c'est promis, c'est la première et la dernière promotion que je fais aujourd'hui, ce site réunit chaque mois 25 millions de lecteurs. Objectivement, on ne l'avait jamais imaginé. Et vous le voyez, chacun des grands événements a porté le développement de l'usage et de la consommation d'informations en France. Cet usage a été porté également par l'arrivée de chaque nouvel écran, qui n'a nullement cannibalisé le précédent, mais au contraire, le mobile, qui représente 70% des visites, a apporté une complémentarité très forte dans la consommation de l'information au gré de ces dernières années. La conséquence, vous le voyez, c'est assez visible, c'est qu'il n'y a plus un temps pour s'informer, j'allais dire comme avant. Ça pouvait être le matin pour les journaux, le matin pour l'information, les grandes tranches d'information, les fameuses grandes tranches le soir pour la télé. Donc, il n'y a plus un temps pour s'informer parce qu'on s'informe désormais tout le temps, en permanence, 7 jours sur 7. Et vous voyez ici l'audience du Figaro.fr que de 7 ou 8 heures du matin jusqu'à 22 ou 23 heures, on a un plateau d'audience qui est extrêmement important. Donc ça, c'est le constat. On n'a jamais en France consommé autant d'informations. Le paradoxe, malheureusement, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de journalistes. 45% des journalistes professionnels ont disparu ces dernières années. 2000 journaux ont fermé aux États-Unis en moins de 15 ans. Il y a à peu près le même phénomène qui est en train de se passer en Australie. Georges Malbruno est juste derrière moi. C'est mon voisin de bureau. C'est l'un des grands spécialistes français du Moyen-Orient. Il a été d'ailleurs retenu en otage, c'est pour ça que certains d'entre vous le connaissent, au Liban pendant 2 ans. Et il me disait l'autre jour que la récente guerre en Syrie avait été journalistiquement moins bien couverte que la Première Guerre mondiale. Et ce, évidemment, malgré l'omniprésence des moyens de communication, ce qui est quand même un sujet. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Plus d'infos consommées, de moins en moins de journalistes. Quelle est la conséquence? La conséquence, évidemment, c'est que la nature ayant horreur du vide, certains se sont engouffrés dans cette place et en utilisant les évolutions qui ont été offertes par le numérique. Avec 3 effets qui me semblent extrêmement importants et que je voudrais partager avec vous. Le premier effet, c'est qu'il y a eu un abaissement total des barrières. Avant, alors je ne sais pas quand, mais pour faire un journal, il fallait un peu ou alors beaucoup de moyens. Il fallait une maquette, une imprimerie, du traitement de test, de la distribution, etc. Aujourd'hui, on peut s'adresser à des millions de personnes avec un simple mobile. Il n'y a plus de barrière. Je ne parle même pas de la télévision. Il fallait une chaîne, une fréquence, des caméramans, etc. Maintenant, il suffit d'un mobile pour diffuser en direct. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout se ressemble. Il y a une uniformisation des contenus. Il y a quelques années, on pouvait vraisemblablement, a priori, faire la différence entre un petit fanzine et un exemplaire imprimé d'un journal du Monde, par exemple. La forme pouvait, on va en parler, être une source de crédibilité. Aujourd'hui, tout se passe, la plupart des choses se passent sur un mobile où il y a une standardisation massive de la forme des contenus. Et ce, notamment sous l'effet des plateformes qui elles-mêmes sont devenues des distributeurs de contenu et qui formatent ce contenu à travers AMP sur Google ou Instant Article sur Facebook. C'est le deuxième point, tout se ressemble. Et puis le troisième point, c'est que tout est devenu média. Chacun est devenu un média. Ça a commencé avec les individus, c'était les blogs, vous vous souvenez, et puis les organisations ont enchaîné. Il y a des États qui ont lancé des médias, vous le savez, RT News par exemple en est un, des partis, des sectes, des compagnies. Chacun déploie non pas de l'information, mais déploie son information. Chacun peut se faire relayer quasiment à l'infini par des lecteurs qui sont devenus des partisans. C'est une grande différence. L'information, la vraie, mais surtout la fausse, se déploie désormais par rhizome de communauté à communauté, et ce, quasiment indéfiniment. Parce que c'est là aussi un point de différenciation nouveau et majeur. Le numérique est éternel, il n'a pas de limite temporelle. Un journal, un magazine, une émission de radio, une émission de télé, ça avait une limite dans le temps. Le numérique n'a pas de limite dans le temps et tous les jours, on voit des articles d'il y a 7, 8, 10 ans du Figaro qui ressortent et qui servent de base au fait de promouvoir des fausses informations en, évidemment, se servant de la crédibilité et donc de la sincérité de notre marque. Alors, loin de l'information, ces outils de communication sont devenus des outils de prosélytisme et semblent faire peu de place à la sincérité. On va y venir. Les faits, c'est très important, sont mélangés à l'opinion. L'information côtoie ou même enrobe la manipulation et bien entendu menace nos modes de vie. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous savez bien ici combien la presse est un pilier fondamental de nos démocraties. Vous savez également que la manipulation des émotions, de l'information et donc de l'opinion est devenue monnaie courante et largement utilisée par certains régimes ou certains partis populistes.
À ce sujet, si vous avez un peu de temps pendant les fêtes de Noël, je vous conseille vivement de visionner 2 documentaires actuellement disponibles sur Netflix, que sont The Great Hack et The Social Dilemma. Vous verrez, c'est assez édifiant malheureusement. Mais revenons au Figaro et à sa mission. La mission du Figaro, c'est pas seulement d'informer, évidemment, c'est d'éclairer, c'est d'ouvrir le débat, c'est de confronter les idées. Alors, existe-t-il de la sincérité et si oui, quelle place a-t-elle au sein d'un journal d'information qui est aussi un journal d'opinion? Alors, évidemment, c'est un sujet très intéressant et sincèrement, merci à Figaro Média de nous avoir donné l'occasion de réfléchir un petit peu là-dessus parce que la sincérité, a priori, ce n'est pas un mot qu'on emploie en général pour parler de journalisme. On parle plus volontiers d'objectivité. Pourquoi? Parce que la mission, c'est de raconter plutôt que de donner son avis et on va y revenir. Chacun sait pourtant que la véritable objectivité, elle existe peu, car même involontairement, inconsciemment, il y a souvent une part de subjectivité dans chacun, dans tous les propos. Donc pour moi, le mot le plus pertinent serait peut-être honnêteté. Et voilà, titre personnel, je trouve que challenger l'honnêteté par la sincérité, c'est très intéressant parce que la sincérité a sans doute une valeur qui est plus moderne que l'honnêteté. Alors, ça fait beaucoup de mots, donc j'ai regardé dans le Larousse, et la définition de sincérité dans le Larousse, c'est qui s'exprime sans déguiser sa pensée. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène donc à celui qui s'exprime. Et chez nous, évidemment, celui qui s'exprime, c'est celui qui écrit. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on peut se dire, c'est qu'un contenu, c'est vrai, se définit aussi et peut-être surtout par la nature de celui qui l'écrit. Souvent, aujourd'hui, on le voit, l'émetteur d'un message, le blogueur, l'influenceur, le groupe, la compagnie a pour objectif de convaincre, de faire partager son point de vue. Le journalisme, son objectif, ce pourquoi il est payé, son premier objectif, c'est de raconter ce qu'il voit. Et ça, c'est une différence majeure et un aspect fondamental qui tient à la nature et donc à l'objectif de celui qui s'exprime. Le journaliste va informer et raconter ce qu'il voit. Alors, raconter ce que l'on voit, on comprend que ça puisse fonctionner avec l'information. Voilà, on dit ce qui se passe. Mais comment est-ce que ça se passe pour l'opinion? Comment est-ce que l'expression d'une opinion peut-elle être sincère? Comment la subjectivité qui est assumée du Figaro, que nous assumons, comment cette subjectivité est compatible avec la sincérité? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, tout ça, en tout cas de mon point de vue, c'est compatible. Et tout ça, c'est tout simplement grâce à la crédibilité. Et la crédibilité, c'est un élément extrêmement important. En matière d'information, ça ne se décrète pas, ça ne s'achète pas. La crédibilité, ça s'acquiert. Et alors, comment est-ce qu'on acquiert de la crédibilité? Alors, il y a plein de, on l'acquiert tout doucement, par contre, on la perd très vite. Donc, c'est chaque jour, c'est en développant et en respectant les valeurs que porte notre marque et les valeurs qui font ce qu'est notre marque. Ça prend du temps, près de 200 ans pour le Figaro. Et cette crédibilité, c'est le fruit de l'honnêteté, on y revient, et notamment l'honnêteté de ne pas mélanger les genres. Et ça va être extrêmement important, on va en parler. On ne mélange pas les genres. L'information et l'opinion, par exemple, sont des genres différents. Et ce qui est important pour nous, c'est d'exprimer clairement le cadre dans lequel on se situe. Ça, pour nous, c'est la sincérité et la clarté que l'on doit à nos lecteurs. Parce que, en termes d'information et donc en termes d'opinion, on ne mélange pas tout. Il y a de la place pour les faits, l'information, mais il y a aussi de la place et des espaces et des gens, on le verra, qui sont dévolus à la subjectivité, dévolus au point de vue. Et il existe, on le retrouve ici, une vieille règle journalistique qui retrouve toute son acuité. C'est la différence entre le fait et le commentaire, qui sont à la base l'un des premiers enseignements des écoles de journalisme. On raconte ce qui se passe et on donne notre point de vue, mais pas forcément en même temps, pas forcément au même endroit, et toujours en prévenant le lecteur. Alors, Julia de Funès, qu'on vient d'entendre, en tant que grande philosophe, aurait pu nous parler de Pascal et de sa hiérarchie des corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre philo en terminale. Le corps, et puis au-dessus du corps, l'esprit, et au-dessus de l'esprit, l'âme. Bien, quelque part dans le journalisme, il existe un peu la même pyramide, la même typologie, avec la description, l'analyse et le point de vue. Le journaliste, d'abord, il décrit. Voilà ce que j'ai vu, c'est l'honnêteté. On parle de faits. Ensuite, l'analyse, le journaliste décrypte. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que ça signifie. Et tout ça, il va le faire grâce à son expertise, grâce à son expérience, grâce à sa connaissance du secteur, grâce à ses contacts, à ses sources. C'est l'analyse. Et puis le troisième point, c'est que le journaliste, parfois, il s'exprime en tant qu'individu. Voilà ce que j'en pense. Il donne son point de vue. C'est par exemple le cas des éditorialistes. Donc, un journal d'information et un journal d'opinion, comme le Figaro, traite bien sûr de l'ensemble de ces ordres qui vont du fait jusqu'à l'avis, la description, l'analyse, le point de vue.
Mais pour nous, évidemment, ça n'est pas le même métier et il ne doit pas y avoir de confusion. L'important, c'est de respecter ces barrières entre ces catégories. On ne mélange pas tout. Et notamment, c'est ma conviction, c'est ce qui va nous différencier, ce qui va différencier un journaliste, par exemple, d'un blogueur ou d'un influenceur. C'est la différence entre le fait et le commentaire. Donc pour nous, pour moi, la base de la sincérité dans ce domaine, c'est de faire en sorte qu'à chaque instant, le lecteur, l'internaute, sache dans quel cadre est-ce que nous nous situons par rapport à lui. Comment est-ce que nous nous adressons à lui? Est-ce que nous sommes dans le registre de l'information la plus descriptive ou bien dans celui de l'avis le plus subjectif? Et ça, c'est fondamental. Et comment on fait pour faire ça? Ça repose, en tout cas de notre point de vue, sur deux choses. D'une part, l'organisation des ressources, des gens, et puis d'autre part, nos produits. On va démarrer par les organisations. Il y a 450 journalistes au Figaro. C'est assez simple. Celui qui relate les faits n'est pas celui qui analyse et n'est pas celui qui exprime son opinion. Ça n'est pas le même métier, ça n'est pas la même personne. Cela se reflète dans nos organisations. Il y a le fil, le desk, 24 heures sur 24, qui vont être organisés de façon à relater les faits le plus rapidement possible. Il y a les services, une vingtaine au Figaro, société, culture, éco, etc. Santé, sport, il y a les bureaux à l'étranger, les correspondants. Ce sont les spécialistes qui sont dans l'analyse, le décryptage, l'impact d'une information et l'impact d'un secteur. Et puis, à côté de ça, il y a les pages débat opinion, il y a Figaro Vox sur le Figaro.fr, il y a les tribunes et il y a les éditorialistes. Et eux, ils vont donner leur avis. Donc, vous le voyez, pour nous, simplement, ce n'est pas les mêmes gens. Chacun va remplir une mission différente qui nécessitera des qualités, un savoir-faire, une organisation et une méthode différente. C'est très important, c'est l'organisation. Et puis, en plus de nos propres ressources, au-delà de notre propre marque, eh bien, c'est important de noter que l'apport d'avis, d'expertise extérieure, on n'est pas que dans l'entre-soi, mais aussi l'irruption de l'audience dans les débats, eh bien, ce sont des facteurs de sincérité. Évidemment, à condition qu'ils soient encadrés, de ne pas altérer la caution de la marque, etc., et la crédibilité dont on a parlé tout à l'heure. Donc, chaque jour, au-delà de nos 450 journalistes, nous permettons à de nombreuses personnes d'exprimer leurs idées à travers nos pages, le débat opinion, les tribunes, mais aussi à travers les commentaires. Il y a plus de 20 000 commentaires par jour sur le Figaro.fr. Donc, nos valeurs, eh ben, c'est aussi d'être dans le débat et la confrontation des idées. Donc, vous le voyez, notre organisation, elle est structurée autour des missions du journalisme, d'écrire, analyser, exprimer un point de vue. Mais en tout cas, de notre point de vue, pour être tout à fait sincère ou pour exprimer le maximum de sincérité, ça ne suffit pas. Il faut être encore plus clair. Vis-à-vis du lecteur, il faut que cette distinction, elle soit visible, qu'elle se traduise presque physiquement au sein de nos produits. Le lecteur doit systématiquement connaître le cadre dans lequel nous nous intéressons à lui. Et pour ça, la sincérité, elle s'exprime aussi par la forme et par l'affichage de ce cadre. Alors, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais j'ai pris quelques exemples, peut-être pour vous montrer que chaque jour, dans ce que l'on fait, eh ben, on essaye de respecter cet ordre établi et ces barrières entre les différentes formes de façon à respecter la sincérité. Alors, prenons la une. Ça, c'est la une du 9 décembre. C'est celle du jour où je me suis posé la question, mais on aurait pu prendre celle d'aujourd'hui. Je suis sûr que ça fonctionne. Elle représente assez bien les trois genres. Vous voyez la description là-haut. C'est l'entretien avec le point de vue du dirigeant égyptien. Eh ben, c'est une interview, c'est factuel. Voilà son avis. On ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si on est d'accord, etc. Mais c'est son avis, voilà ce qu'il pense, c'est de l'information, c'est factuel. Le deuxième point, c'est le titre que vous voyez ici, c'est l'analyse. Nos spécialistes, on passe sur des déclarations d'Emmanuel Macron, nos spécialistes considèrent que les dernières mesures prises sur le séparatisme, eh bien, finalement, constituent une baisse des ambitions qui étaient précédemment affichées par Emmanuel Macron. C'est un avis, c'est une analyse, et compte tenu du savoir-faire de chacun, c'est une première analyse. Et puis en dessous, voilà, juste avant que le journal se plie, donc c'est tel quel qu'on le trouve dans le kiosque, eh bien, il y a notre avis, il y a le point de vue, il y a ce troisième ordre dont on parlait précédemment. C'est insuffisant. Voilà ce que juge l'éditorialiste du Figaro. Ils sont 7 et vous voyez que cet éditorial, eh ben, il est barré ici, physiquement. Ce n'est pas simplement pour prévenir que c'est un éditorial, c'est simplement pour dire bah, ça, c'est notre point de vue. On n'est pas dans l'information, on n'est pas dans l'analyse, on est subjectif. C'est notre point de vue. Ce sont des mesures qui sont insuffisantes. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre la une du journal, les articles du magazine, etc. Vous retrouverez systématiquement cette clarté dans la façon dont on s'adresse à notre lecteur. On essaye de le faire partout, sur le web également, sur mobile, bien entendu. J'ai pris un autre exemple qui est pour moi assez intéressant. Voici deux articles qui sont du même auteur, Renaud Girard. Au passage, je me permets de signaler que c'est un journaliste qui est normalien et qui est énarque. Ça, je pense que ça ne se trouve pas partout. Et ces deux articles traitent du même sujet, ont été écrits à peu près en même temps.
a priori, c'est plutôt semblable. Et pourtant, ils sont extrêmement différents. Celui de gauche, ici, il est descriptif, il est analytique. Voilà, on parle de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Vous verrez qu'il est rubriqué en international, dans la rubrique internationale. Il porte la mention ici reportage, écrit en lettres capitales, et il est illustré d'une photo voilà, qui est prise sur le lieu et à l'instant où se passe la description de ce qui se passe. On est factuel, c'est un reportage, on l'indique. Et puis à droite, à peu près en même temps, c'est la même personne qui écrit, mais cette fois-ci, c'est totalement différent. On exprime l'opinion de l'auteur. Eh ben, ce même article, il va être rubriqué non pas dans International, mais dans Figaro Vox, qui est un espace de débat au sein du Figaro.fr. Vous verrez qu'en capital, au lieu d'avoir écrit reportage, il y a écrit chronique. Et la photo, et c'est pas un hasard, c'est pas une photo de Côte d'Ivoire ou quelque chose qui est en lien avec la Côte d'Ivoire, bah, c'est une photo de l'auteur, parce que là, on est dans un cadre où il exprime son avis. Donc la sincérité, c'est de dire au lecteur, voilà dans quel cadre est-ce qu'on se situe. On relate un fait, on relate une analyse ou on relate un avis. Et ça, on pourrait le faire indéfiniment. Je vous ai pris quelques autres exemples, mais y compris en termes de chiffres. Vous savez, c'est bien connu, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. Churchill disait, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Et bien là aussi, quand on parle de chiffres, c'est-à-dire de choses qui sont a priori plutôt factuelles, vous verrez en allant sur le Figaro.fr que systématiquement, la catégorie, la finalité du chiffre qu'on donne est mentionnée à travers la data, à travers l'infographie, etc. Est-ce que c'est un indicateur, vous voyez en jaune, est-ce que c'est un tableau de bord, est-ce que c'est un outil qui va vous permettre vous-même de vous créer votre propre point de vue, ou est-ce que c'est un récit où là, on met en scène des chiffres et on raconte quelque chose. Systématiquement, vous voyez, à travers les chiffres, je prends un dernier exemple, mais voilà, j'arrête là parce que je pense que vous avez compris, sur la vidéo, vous savez qu'on fait beaucoup de vidéos, entre 5 et 7 heures de direct chaque jour sur le Figaro.fr. Et bien là aussi, on retrouve cette segmentation. Il y a le direct, la description, qu'est-ce qui se passe, voilà ce qui se passe, on n'a pas d'avis. Il y a l'analyse, régulièrement, on donne des points, des vérifications, voilà, on enquête sur un fait. Que reproche-t-on ici à Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes? On est assez factuel. Et puis en fait, enfin, il y a des espaces qui sont là pour donner son point de vue. Tous les soirs, il y a 1 heure de débat avec des gens qui viennent de partout, pas seulement du Figaro, avec des points de vue différents qui donnent la parole à des spécialistes. Mais je pense que vous avez compris. Il est temps de conclure, je ne voudrais pas être trop long. Et voilà, je voulais essayer de redire que de l'information à l'opinion, en passant par la confrontation et le débat d'idées, et sans doute plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, compte tenu de la prolifération des fake news et la diffusion monumentale d'informations qui sont mal intentionnées. À une époque où on parle de bienveillance, il faut savoir qu'il y a des gens qui contribuent à diffuser des informations qui sont mal intentionnées. Donc, on considère que peut-être encore plus qu'avant, les missions et les responsabilités de notre journal, elles sont immenses. La liberté, c'est notre ADN. Elle est même au cœur, pour ceux qui la connaissent, de la devise du Figaro depuis 200 ans. Elle nous offre un champ, un territoire fabuleux qui est extrêmement vaste. Mais cette liberté, elle nous impose aussi des devoirs. Et ces devoirs, nous nous attachons à les respecter scrupuleusement. L'expression de la sincérité, l'objectivité sont au cœur de nos valeurs, c'est au cœur de notre promesse et donc de nos préoccupations en permanence. Je peux vous garantir que c'est vrai. Et cela passe, j'espère que vous l'avez compris, par le respect d'un cadre, le respect d'un contrat de lecture et donc d'un contrat de confiance que nous avons établi depuis longtemps avec nos lecteurs. Les rédactions professionnelles, elles sont composées de journalistes professionnels. C'est très différent. Ils sont formés, ils sont diplômés, ils sont sensibles à la déontologie. Ils ont une déontologie qui est forte. Ces journalistes, ils ont établi des méthodes. Chacun de nos papiers, il est relu en moyenne par 2 autres personnes. Ça aussi, c'est un gage de sincérité et d'honnêteté. Ces journalistes, ces rédactions, ils ont créé leurs propres organes de contrôle, des instances garantes de la sincérité. Il y a des instances qui font ça. On appelle ça la société des journalistes. Dans chaque rédaction professionnelle, elle réunit des journalistes, des salariés qui sont élus, qui sont protégés, hein, on ne peut pas s'en séparer, et qui sont gardiens de la sincérité, et qui peuvent voter des motions de censure pour mettre en cause et même se séparer de la direction des rédactions. Donc tout ça, c'est un monde qui nous différencie, mais je pense que vous l'avez compris, fondamentalement des blogueurs, des influenceurs, des autres agences de contenu ou des autres organismes d'État qui, bien évidemment, mélangent le fait et l'opinion et qui n'ont rien à voir avec les méthodes que nous mettons en place. Donc, vous l'avez compris, la sincérité, elle demande des moyens. Il faut du monde, il faut des talents, il faut des esprits, il faut une organisation. C'est le cas au Figaro. On a l'une des plus grandes rédactions de France avec 450 journalistes. Mais la sincérité, elle requiert également de l'indépendance. Et donc, là aussi, des moyens. Et quelque part, le modèle économique des médias, c'est la meilleure indépendance et c'est donc la meilleure garantie de sincérité. Vous connaissez, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon, c'est un peu simple comme adage, mais ce n'est pas complètement faux. Et pour nous, le coût
La valeur, c'est aussi la différence entre un journaliste et un influenceur. La valeur, c'est le prix de l'indépendance. Et donc, il faut des moyens pour être sincère. C'est pourquoi, souvent, en tout cas en partie, l'information dans nos colonnes, elle est payante. Et évidemment, vous allez me voir venir, c'est aussi pour ça que parfois la publicité, peut-être qu'elle est un petit peu plus chère qu'ailleurs, mais croyez-moi, je peux vous le garantir, là aussi, ça vaut vraiment le coup. Parce que la publicité, et en guise de transition avec la partie suivante, elle fait partie de nos contenus. Nous avons pour principe et pour engagement de traiter nos annonceurs exactement comme nous traitons nos contenus, avec la plus grande attention, avec la même sincérité, avec la même clarté, avec le même contrat pour le lecteur. Nous sommes garants devant eux de la qualité de vos intégrations, de la qualité de vos annonces. Là aussi, nous ne mélangeons pas les genres, ce qui fait que parfois, on est peut-être jugé comme un petit peu rigide, mais vraiment, sincèrement, ça ne nous empêche pas, et on l'a fait plein de fois, et on le fait toutes les semaines, de faire ensemble des choses vraiment, vraiment formidables. Et voilà, on ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir continuer à le faire. Voilà, j'espère que ces propos, en tout cas particulièrement sincères, auront retenu votre attention. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je serais ravi d'en discuter un petit peu plus tard avec vous. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Je prends le relais juste à présent. Alors, bonjour à tous. Je suis Marine Séjournant, planeuse stratégique chez Caters Haussmann au sein de la régie Média Figaro. Et après que Julia vous ait parlé de sincérité au sein de notre société et que Bertrand ait questionné le lien donc, entre la sincérité et la mission du média d'opinion, nous allons maintenant parler du défi de la sincérité dans le rapport entre les marques et les consommateurs à travers de la notion de communication responsable. Alors, pourquoi parle-t-on dans ce webinaire de communication responsable? Eh bien, parce que si le concept de RSE est toujours au cœur de préoccupations des préoccupations des marques, celui de la communication responsable en est désormais la priorité numéro 1. Et pour comprendre, revenons justement ensemble avant tout sur le concept de RSE. À l'origine, la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, est avant tout la prise en compte par les entreprises sur une base volontaire et juridique des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Donc, la RSE, à la base, est basée sur 1, du volontariat et 2, une juridiction pour les entreprises. Au-delà de sa définition, la RSE est constituée sur les 3 piliers principaux qui délimitent son périmètre d'origine, à savoir le social, les problèmes sociétaux qui peuvent être liés à la population, comme par exemple l'insertion, l'exclusion, l'économie, la place de la production dans la mondialisation, l'innovation et la recherche, etc. Et l'environnement, le changement climatique, les ressources environnementales, etc. Et combinés ensemble, ces piliers pouvaient alors conférer des valeurs aux entreprises, équitables, viables, vivables et ou durables. Et puis petit à petit, de sa naissance en tant que notion juridique jusqu'à aujourd'hui, son influence, eh bien, elle a grandi. Elle a d'abord vu le jour dans les années 50 aux États-Unis en tant que conception éthique après la Seconde Guerre mondiale, puis elle est devenue un véritable sujet de discussion face à la mondialisation des années 90 et la véritable accélération des industries, et elle a finalement connu une consécration encore tout récemment avec la mise en place de nouvelles lois, comme la fameuse loi Pacte de 2019, qui vise à repenser la place des entreprises dans la société via la promotion notamment de leur intérêt social. Et là, c'est la fameuse raison d'être dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Et donc, la RSE, de plus en plus influente car elle infuse désormais tous les canaux de communication. Et on le retrouve en fait effectivement dans le fait que dans les années 50 jusqu'à encore aux années 2000, la RSE ne touchait parfois que quelques volets comme la communication institutionnelle qui pouvait être réservée à des actionnaires ou à certains consommateurs dans des éléments de communication qui étaient assez ponctuels. Aujourd'hui, à l'inverse, on la retrouve sur tous les formats d'expression des marques et elle infuse véritablement tous ces canaux de communication. On la retrouve du coup aussi bien aux actionnaires, aux partenaires qu'au grand public. Elle est devenue véritablement un objet de communication omniprésente. Et elle est omniprésente à la fois aujourd'hui parce qu'elle accompagne les marques à traverser de nombreuses transitions de la société actuelle. Là, je pense par exemple à la transition écologique qui est cruciale sur certains secteurs de la construction, de l'énergie et même du mobilier. On pense à la transition alimentaire dont la grande distribution justement s'est emparée, ou plus récemment, la transition managériale dans un rapport employeur-employé qui est en pleine réécriture, on l'a vu même cette année. Mais au-delà du présent, la RSE est aussi déjà une pièce capitale pour le futur, parce qu'on voit qu'elle est déjà au cœur de certains projets gouvernementaux qui ont déjà été votés ou sont en passe de le faire. Alors,
Là, par exemple, on peut penser à l'engagement de la décarbonisation des entreprises et des industries, qui passe par justement tout un nouveau discours sur l'empreinte carbone et la décarbonisation, mais aussi la Convention citoyenne pour le climat, qui vient amener, surtout ces dernières années, le secteur de la publicité à sérieusement revoir ses pratiques pour ne plus promouvoir, par exemple, des marques polluantes ou pour elles-mêmes communiquer de manière plus propre. Et si la RSE était auparavant limitée à certaines thématiques, le social, l'environnement et l'économie, qui étaient directement liées aux entreprises, aujourd'hui, on voit qu'elle concerne tous les sujets. Pour cela, justement, il suffit de voir sur la slide toutes les notions liées à la RSE dans les conversations générées en ligne. Que ce soit l'environnement, le management, la fabrication, la parité, la RSE désormais touche à tout. Et au bout du compte, par rapport à sa définition originelle, elle a dépassé de bien loin ses 3 piliers initiaux et sa définition juridique et volontariat. Elle infuse désormais tous les sujets, tous les canaux d'expression et est devenue un fameux objet de communication à part entière. Ce pourquoi aujourd'hui, on parle de communication responsable qui est véritablement un enjeu de traduire cette RSE et l'intégralité des stratégies de RSE et de ces messages par tous les canaux pour véhiculer la responsabilité des marques au grand public. Alors, pour mieux comprendre, prenons justement un exemple, et je vais vous prendre l'exemple du cas McDonald's. Avant, l'exemple de la RSE chez McDonald's, c'était principalement sa fondation, Ronald McDonald, que la marque mettait en avant dans ses restaurants et par certains types de communication. Aujourd'hui, en 2020, ce que l'on peut voir, c'est justement cette évolution de la communication responsable, c'est que la RSE chez McDonald's, c'est sa fondation, c'est sa présence sur le salon de l'agriculture depuis plus de 20 ans, c'est sa marque employeur dont elle continue d'écrire le discours aujourd'hui, et c'est encore beaucoup d'autres actions qu'elle peut mettre en place. Alors la question qui vient après, c'est pourquoi est-ce que la communication responsable ou le fait de faire savoir de manière plus éthique ce que les marques font est-elle devenue une aussi grande priorité? Eh bien, tout simplement parce que, et avant toute chose, parce que les consommateurs eux-mêmes ont évolué et continuent de faire changer la société avec eux. La communication responsable, en fait, vient répondre à la modification profonde des consommateurs et de leur comportement face aux marques. Commençons par exemple par l'évolution même des profils et de qui ils sont. Alors là, c'est bien connu, les jeunes générations, les fameuses Z et Y, sont depuis longtemps mobilisées pour le changement de la société. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'observer les évolutions maintenant liées à leur mobilisation, comme par exemple l'envie croissante d'une information aussi pour comprendre le monde, la part toujours plus grande de vouloir s'inscrire dans des mouvements concrets, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui s'engagent dans des associations, et il y a une montée toujours plus forte du cyberactivisme, ce moyen en fait que ces jeunes générations ont trouvé de vouloir changer le monde depuis leurs écrans. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que si les jeunes veulent changer les choses, ils ne sont pas les seuls. Contrairement en fait à de nombreuses idées reçues, les seniors, les retraités de plus de 60 ans, sont en réalité la tranche d'âge la plus engagée, comme nous en avons attesté les derniers relevés de Kantar. Et ça, c'est un point très intéressant à retenir parce que de nombreuses marques ont tendance à se focaliser sur des jeunes cibles, et effectivement, c'est elles qui ont lancé énormément de motivation et de mouvement, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe chez les seniors qui ont maintenant un pouvoir d'achat conséquent pour le faire évoluer. Au-delà des profils, il y a aussi un changement de consommation globale qui vient bouleverser les habitudes des Français et qui marque l'apparition de ce qu'on appelle nouveaux critères d'achat. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le voir dans les écoutes sociales que nous avons menées, et on peut voir que les notions de responsabilité sont au cœur des conversations sur les réseaux sociaux français, et donc de la préoccupation des consommateurs. Donc lorsqu'ils parlent d'écologie, de parité, de bio, de Made in France, ça ce sont des choses que l'on retrouve de plus en plus dans les conversations des gens. Maintenant, au-delà de ce dont ils parlent entre eux, on a aussi vu beaucoup d'études récentes qui démontrent que leur quête de mieux consommer et de responsabilité, elle vient également modifier les paniers des Français avec un favoritisme croissant pour les fameux produits bio, les produits sans pesticides, les circuits courts et locaux, et même des produits qui viennent rémunérer davantage des agriculteurs et les petits producteurs. Maintenant, effectivement, on voit aussi que, outre les paniers, cette quête, elle vient dans un troisième temps aussi s'inscrire sur le principe de créer de meilleurs gestes chez les Français. Et donc là, on peut voir effectivement qu'il y a 61% des Français qui veulent aller vers des produits moins polluants, des emballages qui se recyclent mieux, et 58% des Français qui veulent revenir à la saisonnalité des produits qu'on a pu de plus en plus voir revenir sur Instagram, par exemple.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà justement de ces modifications de comportement, c'est aussi des modifications parfois un petit peu plus profondes de cette envie de faire changer la société par cette consommation. Et là-dessus, en fait, on peut voir que les Français sont très prônes à vouloir, par exemple, réduire l'espace de la consommation, le nombre de marques, l'exposition à la publicité. Même aussi, ils sont très nombreux, une forte majorité, à vouloir interdire de manière drastique parfois les choses qui pour eux sont réellement nocives. On pense par exemple au plastique. Donc tout ceci, c'est indéniable de le voir, effectivement tout le monde le ressent, même en tant que consommateur, vous êtes ici en tant que professionnel, mais vous le voyez aussi en tant que consommateur, on a des nouveaux critères de consommation, on consomme autrement, que ce soit moins mais que ce soit mieux, et tout ceci vient aussi de quelque chose et d'une raison que j'appelle plus profonde et qui vient expliquer cette nécessité de responsabilité et de citoyenneté de la part des marques, des marques par les consommateurs. Et tout d'abord, c'est le besoin de réassurance. En effet, depuis plusieurs années, on subit, on va dire, il y a une véritable crise de confiance qui sévit entre les marques et les consommateurs. On a seuls 33% d'entre eux qui leur font encore confiance. Il y en a 77 qui se disent indifférents si elles venaient à disparaître. Et plus important encore, cette crise de confiance peut avoir un impact sur le business des marques, parce que 53% des Français arrêteraient de consommer s'ils ont perdu confiance. Donc on est face à des consommateurs qui ont compris la teneur de leur pouvoir d'achat et qui peuvent le mettre en pratique, par exemple en plébiscitant des marques fiables, en faisant la promotion dans leur cercle personnel autour de la recommandation. Ils peuvent aussi partager en ligne des bad buzz qui peuvent détruire la réputation de grandes marques, ou alors ils exercent même, et ça c'est la chose on va dire la plus extrême, mais le droit de boycotter celle-ci. Et on le sait, ça peut effectivement nuire à certaines marques. Donc plus puissant en tant que consommateur et plus méfiant face aux marques, les acheteurs placent justement les entreprises face à la responsabilité sur laquelle ils leur tiennent et dans laquelle ils leur posent, de pouvoir faire changer le monde et évoluer la société. Donc par exemple, il y en a 74% des Français qui encore tout récemment pensent que ce sont aux marques et non, comme le disait Julia tout à l'heure, aux institutions, au gouvernement de faire changer les choses. C'est-à-dire que le pouvoir de confiance qu'on le conférait d'abord aux institutions est maintenant passé au pouvoir des marques, envers qui on confie une confiance davantage, en tout cas pour faire changer les choses, et aussi cette responsabilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et on retombe là encore aussi sur notre responsabilité en tant que média, c'est que le besoin de réassurance est né avant toute chose aussi d'une demande de transparence et de sincérité face à une société de consommation qui, depuis quelques années, a malheureusement pris en fait une réputation une image opportuniste. Pour vous donner justement une idée de cette importance de la transparence chez les Français. Parce que c'est pas seulement un joli mot dans un discours, c'est une vraie nécessité aujourd'hui, et c'est une urgence à remettre ce curseur dessus. En 2020, on a 72% des Français qui déclarent vouloir que les entreprises soient transparentes. Et plus encore, ils sont 89% à s'estimer prêts à quitter une marque s'ils se sentent dupés par elle. Donc plus que jamais, on a des consommateurs qui veulent que les marques leur disent la vérité, surtout lorsqu'ils constatent, et vous l'avez peut-être vu vous-même autour de vous, que certaines marques sont capables en fait de manipuler leurs consommateurs. Donc là, on pense à des exemples de greenwashing, où il y a des marques qui sont prêtes justement à prendre des couleurs écologiques qu'elles n'appliquent pas vraiment, des marques qui se font passer pour des marques bio alors qu'elles ne le sont pas. On a beaucoup de marques aussi qui profitent du fait qu'il y a une loi qui va passer, et justement, ils profitent pour se mettre en conformité avec cette loi et communiquer dessus, alors que fondamentalement, ce ne sont pas des actions proactives qui ont été mises en place de leur part. Et tout cet agglomérat de discours, qui sont parfois mensongers ou opaques, justifie cette envie de sincérité. L'envie de sincérité et de vérité, elle se retrouve très concrètement dans nos métiers, au sein de leur lecture et du besoin d'information qu'ils sont toujours plus nombreux à nourrir. En ça, le digital est merveilleux parce qu'il offre une rapidité d'information extrême. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des médias, comme la presse, qui connaissent une véritable recrudescence parce qu'elle est considérée de plus en plus comme un média d'information sûr. Par exemple, les derniers chiffres Kantar nous le montrent à nouveau, les consommateurs privilégient la presse lors d'événements importants pour pouvoir aussi faire le tri de toutes les informations qu'ils reçoivent, mais aussi pour être mieux informés, pour obtenir des informations plus fiables. Et si on regarde encore plus en détail leur comportement de lecture, on peut voir que les consommateurs vont de plus en plus s'informer sur les véritables enjeux et sur les coulisses de l'actualité, afin de vérifier si les propos tenus par les marques sont bien fondés.
Je vais vous donner un exemple justement pour mieux comprendre. On va prendre celui de la 5G. Tout d'abord parce qu'on a eu la très belle opportunité de pouvoir travailler lors de mois d'octobre et de novembre avec notre département spécialisé Fig Data pour réaliser une étude sur ce sujet qui est donc très lié à l'actualité des consommateurs, mais aussi des nombreuses marques, que ce soit les opérateurs, les fabricants de téléphones, etc. Là, ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'il y a une véritable répartition des articles portant sur le sujet. Ça, c'est normal. C'est toute mission aussi de médias, c'est de pouvoir aborder les différents angles qui constituent qui sont satellitaires à cette grande thématique, qui porte à la fois donc sur l'arrivée de la technologie, la situation géopolitique, toutes les innovations qu'elle apportera, etc. Maintenant, lorsque l'on regarde ce sur quoi les lecteurs se sont plus attardés ou ce qu'ils ont le plus lu, eh bien, on constate qu'ils s'informent avant tout sur les risques de la 5G, les risques de la 5G liés à la santé et à l'environnement, et non pas les futurs téléphones à acheter, les services à découvrir ou les nouveautés mises en place par les télécoms. Donc c'est la preuve dans leur consultation Internet qu'ils sont véritablement soucieux de trouver l'information, le fond de celle-ci, et de vérifier ce qu'on leur dit, même, surtout quand ça les touche eux-mêmes. Donc, pour nous, et là encore, c'est pour terminer cet exemple, c'est une vraie mission lorsqu'il y a justement une thématique qui préoccupe les lecteurs, de la part d'un journal, de la part d'un média, de venir explorer cette thématique et d'en offrir différents angles, que ce soit le questionnement, que ce soit le rapport avec des témoignages, que ce soit aussi des exposés, bref. En l'occurrence, il y a beaucoup de formats qui sont offerts pour aller vérifier justement cette information. Et c'est ce sur quoi les lecteurs se sont plus attardés, en l'occurrence, et c'est qui les intéresse le plus. Alors maintenant, on va justement se poser la question. Pour nous résumer, les marques ont donc plus que jamais un rôle à jouer dans notre société. Il y a celui de prendre leurs responsabilités citoyennes pour faire changer les choses, ce que les consommateurs leur ont placé en quelque sorte sur les épaules. Et il y a aussi, et ça c'est très contextuel et on l'a vu ensemble, celui de le faire, de prendre ses responsabilités, mais dans une démarche de sincérité auprès de consommateurs qui sont fondamentalement lassés de se sentir parfois manipulés. Alors là maintenant, on va pouvoir voir dans cette troisième partie comment est-ce qu'on peut donner à voir aux Français les manières dont vous êtes en train, en tant qu'acteur de votre business, en train de changer votre marque, en train de changer votre industrie, en train de changer peut-être le monde, et de le faire en l'occurrence avec une vraie sincérité, loin de l'opportunisme justement de certains concurrents. Et là, pour y arriver, il faut justement peut-être arrêter de penser comme nous le faisons aujourd'hui, où certains veulent absolument parler de leurs engagements comme pour justifier un changement. En réalité, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'essayer de tenter de reconstruire un rapport humain et authentique avec vos consommateurs en décidant justement de leur montrer davantage. On dit justement en anglais la phrase « show me, don't tell me ». Alors, exprimé d'une autre manière, on pourrait ainsi dire que l'on passe du parler de ce que vous soutenez à montrer ce que vous faites ou parler d'une logique de discours en défensive face à une logique de discours en proactif. Il faut reprendre l'image que, en tant que marque et en tant que consommateur, il est temps de rétablir un rapport authentique comme celui d'humain à humain, et auquel cas, dans ces cas-là, il faut apporter plus que des grands discours, mais de vraies preuves et de vraies preuves d'amour. En l'occurrence, on va se poser maintenant la question de qu'est-ce que vous allez pouvoir justement leur montrer pour parler des preuves. La toute première, qui est à mon sens l'un des aspects les plus importants de vous-même en tant qu'acteur, c'est le côté humain, le côté émotionnel, parce que ça va vraiment faire partie de votre identité, et ça va pouvoir aussi animer ce que les gens vont penser de vous. En ça, je voudrais prendre justement l'exemple d'une marque qui a fait de l'émotionnel le propre de son discours, c'est Intermarché. Depuis déjà longtemps, l'enseigne était engagée, comme on atteste justement les nombreuses campagnes qu'elle a déjà faites, là on pense, et qui ont très bien fonctionné. On pense par exemple aux légumes moches en 2014, qui a été un super succès. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2017, Intermarché met l'accent sur sa nouvelle mission, qui est celle de garantir le mieux manger aux Français. Et elle l'anime en mettant l'émotionnel au cœur de sa communication responsable. On se souvient tous, du coup, par exemple, des spots de l'amour, mais aussi, par exemple, du dernier en date sur nos écrans, jusqu'à mon dernier souffle. Et bien, résultat, et ça se retrouve dans les faits, elle devient une des marques préférées des Français. Elle a même été élue durant l'année 2020 une des enseignes de grande distribution préférées, même si on sait que les trois leaders se tiennent toujours un petit peu proches du podium. Mais voilà, en tous les cas, Intermarché nous a tous fondamentalement marqués par ces exemples de publicité.
Mais au-delà de diffuser des beaux films télé, cette stratégie permet bien plus à Intermarché parce qu'elle a en effet reconstitué un vrai lien émotionnel avec les consommateurs français et derrière, justement, elle a acquis davantage de crédibilité et de sympathie. Et donc, ça lui permet de passer plus facilement, justement, de son discours émotionnel qu'elle maîtrise à aussi des points rationnels. Donc, par exemple, on a effectivement pu voir tous ces films, mais la marque d'Intermarché a aussi été totalement omniprésente et récurrente sur d'autres médias, et ce, tout au long de l'année. Et c'est où elle a eu à cœur justement d'illustrer tous ces engagements. Et donc cette stratégie sensible, elle s'est montrée très payante parce qu'au-delà du succès de sa réputation auprès des Français, la marque a également gagné en part de marché en 2020, malgré le contexte très difficile qui a été et face à ses concurrents. Alors, pour prendre aussi un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que Intermarché, même si c'est effectivement un très bon exemple là-dessus, c'est aussi ce qu'a connu par exemple EDF en 2020. C'est un exemple très récent. Et EDF avait déjà écrit sa raison d'être en 2019 et elle a choisi de l'illustrer en 2020 à l'aide d'un insight très conjoncturel. Donc, dans une campagne qui était diffusée depuis mai, qui s'appelait On a tous envie, la marque en fait a démontré que si effectivement on avait tous envie que les choses reviennent à la normale, parce qu'on était en contexte de déconfinement, en revanche, on ne pouvait pas se permettre de revenir en arrière, notamment justement sur le plan des énergies, sur les discussions qui avaient été engrangées, sur le déclin de la pollution et sur les progrès qui pouvaient être envisagés face à l'énergie. Donc justement, en ce faisant, en choisissant cet exemple-là et en choisissant cet insight, elle montre comment est-ce qu'elle a su adapter son message au contexte actuel d'une sortie de confinement, et ce faisant, aussi de créer de l'empathie avec sa cible, ce qui est très important. Au-delà de l'émotion, une des choses très importantes pour être pris au sérieux par votre consommateur, c'est d'être cohérent. Si vous changez d'avis constamment, si vous changez de discours, au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir aussi percevoir la sincérité qui est au fond de votre discours. Et ça, le sujet de la cohérence, c'est un sujet qui peut être tout particulièrement challengeant pour, par exemple, les grands groupes qui possèdent de nombreuses marques filles. Alors, pour certains, et là on a pris l'exemple justement de Kering, qui est un des grands groupes du secteur du luxe et de la mode, il peut être compliqué justement d'établir une stratégie responsable et de la communiquer de manière parallèle sur toutes ces marques. Kering a mis en place depuis plusieurs années une stratégie RSE claire et inspirationnelle. Mais le groupe a eu des complications d'image face à ces marques, parce que ces marques, en fait, elles véhiculent aussi l'onérisme de son secteur, de certains thèmes qui sont propres au secteur du luxe et de la mode et qui parfois venaient à l'encontre des engagements qui étaient pris par le groupe. Et là-dessus, ça peut être véritablement tout un point de complexité. Pour éviter cet écueil-là, on va dire que le groupe L'Oréal, en fait, a démultiplié son discours responsable parce qu'il est nourri à la fois des multiples actions du groupe, mais aussi de celles des marques portefeuilles qui défendent maintenant chacune leur cause. Donc, on a des marques et on a effectivement des programmes qui sont lancés par le groupe L'Oréal, mais aujourd'hui, on a aussi une marque L'Oréal Men Expert qui vient se poser sur le sujet de la santé masculine. On a La Roche-Posay sur la lutte contre le cancer, Yves Saint Laurent Beauté sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et un Garnier qui est sur le travail du tri des déchets. Donc c'est une manière véritablement de s'adresser par beaucoup de voix, justement les différentes manières du groupe de se responsabiliser. Et c'est bien plus qu'une stratégie de communication, parce que en l'occurrence, derrière, L'Oréal le fait aussi grâce à des engagements qui sont très proactifs et exemplaires. C'est un groupe qui met en place des résultats qui sont très quantifiés, elle implique ses fournisseurs, elle engage ses dirigeants. Voilà, c'est tout un écosystème et on est véritablement sur de la preuve et de la transparence. Et c'est une stratégie qui s'est avérée très payante pour elle, parce qu'on pense notamment en fait à beaucoup de grandes instances de la RSE, ou en tout cas de grandes instances responsables qui l'ont ces dernières années énormément récompensée pour tous ses efforts. Et ça permet à L'Oréal aussi de lutter petit à petit et de combattre la méfiance qui peut parfois toucher les grands groupes industriels. Pour montrer que vous êtes justement dans la sincérité, il y a aussi une autre option qui est tout aussi importante, c'est celle de montrer que vous choisissez vos combats, justement pour les mener aussi à mieux. Alors là-dessus, j'aimerais bien vous parler justement de l'exemple de La Poste. La Poste, depuis 15 ans, s'est énormément engagée pour l'environnement, et elle en jouit d'ailleurs d'une très bonne réputation auprès des Français. Mais comment est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui, alors qu'elle traite cette même thématique depuis 15 ans, pour continuer d'être si présente dedans? Eh bien, La Poste a fait le choix intelligent de se relancer en fait des défis afin de créer de la visibilité sur ses responsabilités. En 2019, par exemple, elle lance sa plateforme écologique qui pose
l'objectif d'une priorité zéro carbone, donc de réduire les émissions de carbone, qu'elle communique par la suite en 2020 dans les pages du Figaro Magazine. En ça, c'est un choix qui est partagé par d'autres marques qui sont très engagées, comme par exemple la marque Lush, qui est une marque de beauté qui a fondamentalement construit sa réputation de marque responsable autour de 3 piliers dans lesquels elle s'est montrée en fait la marque la plus précurseur. Par exemple, sur la thématique du gender fluide, elle a été une des premières marques à réaliser une campagne de produits skincare incarnée par des hommes. Pour défendre la lutte contre la cruauté sur les animaux, elle a mené beaucoup d'actions très coup de poing et d'actions sauvages, comme celle, par exemple, d'avoir placé une femme dans une vitrine improvisée où la femme était enchaînée dans un décor de laboratoire d'expérimentation, justement pour confronter aussi les passants et les consommateurs à ce que l'on ne voyait pas dans les coulisses en fait, de certaines autres marques de beauté. Et on pense plus récemment en fait, à son engagement sur le recyclage et les produits de beauté en recyclable, parce qu'elle a été une des premières marques de beauté à réaliser une gamme de savons et de shampoings sans emballage. Donc là, c'est vraiment l'image que vous pouvez voir en haut à droite. C'est assez surprenant, mais en l'occurrence, il n'y a aucun emballage pour ces produits-là. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est effectivement de voir qu'en restant concentré sur un ou quelques piliers seulement aussi, vous pourrez créer davantage de visibilité sur vos engagements et donc derrière avoir un petit peu plus de portée pour montrer votre sincérité. Un autre point qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez dû le remarquer dans le paysage de la communication, à peu près maintenant, du coup, tous les consommateurs se mettent à communiquer de manière responsable. Donc, comment est-ce que, en tant que marque, en tant qu'acteur de votre industrie, vous pouvez aller un petit peu plus loin, d'une part, pour vous distinguer aussi auprès de vos consommateurs, mais aussi pour leur prouver à ces consommateurs que vous êtes sincère. Eh bien, justement, nous, on voulait vous parler du fait que c'est intéressant aussi pour une marque de se positionner dans un combat qui va véritablement au-delà de son intérêt mercantile. On a déjà des marques qui ont voulu prouver aux consommateurs leur prise de responsabilité en mettant en place de nouveaux services engagés. Donc là, je pense par exemple à Darty qui a updaté son historique contrat de confiance pour s'engager à réparer les appareils endommagés et rapportés par leurs consommateurs. De même, Lidl lutte contre le gaspillage tout en aidant les plus démunis, en s'associant avec les Restos du Cœur et en faisant en sorte que tous les invendus puissent être derrière en fait redistribués dans ces associations-là. Et on a vu il y a quelques semaines, en fait, tout récemment, Bouygues Télécom elle-même qui s'engageait en lançant son opération du don de giga qui permet de lutter contre l'exclusion numérique en France, très important dans ces contextes de confinement. C'est beaucoup de belles initiatives qui vont effectivement dans le sens des engagements des marques et de leur commerce. Mais au-delà de ça, il y a certaines marques qui décident aussi d'aller encore plus loin et de prendre action dans des causes qui n'ont pas nécessairement de rapport ni d'influence dans leur business. On pense par exemple à l'exemple de Carrefour qui, cette année encore, s'est engagé contre les violences faites aux femmes et qui a créé un partenariat avec la gendarmerie pour pouvoir faire en sorte en fait de créer des moyens pour des femmes qui viendraient faire leurs courses en magasin ou sur leur site, de pouvoir signaler en toute discrétion qu'elles sont victimes de violences. Des choses qui ne rapportent pas nécessairement à Carrefour, mais qui véritablement montrent que l'enseigne a aussi à cœur de se mobiliser pour des causes qui ne sont pas directement liées à son business. Et là-dessus, c'est une manière de rappeler que la communication responsable ne doit pas être un argument marketing qui justement sèmerait le doute dans l'esprit du consommateur, mais aussi c'est un argument important sur le discours de la marque employeur. Aujourd'hui, vous le savez, les gens qui vont venir travailler dans vos entreprises ont besoin d'être motivés par des causes que vous soutiendrez. Et c'est là-dessus, en fait, que aussi vous pourrez parfois faire des différences dans justement ce sort d'argumentaire RH. Et puis enfin, le dernier conseil qui n'est pas des moindres, c'est que beaucoup de marques aujourd'hui prennent la parole sur ces questions d'engagement et de responsabilité, mais une autre manière de s'en démarquer, c'est aussi de montrer que vous pouvez prouver votre authenticité à vos consommateurs en leur montrant que vous allez directement sur le terrain, en montrant que vous n'êtes pas cette image qui peuvent parfois se faire de personnes dans leur bureau, ou en tous les cas personnes loin de certaines choses qui se passent concrètement. Et en ça, justement, on a un exemple qui nous a paru très intéressant, c'est celui de la marque Veja, la marque de basket éco-responsable française, et qui est le plus parlant de cette manière, parce qu'elle a été créée par 2 jeunes anciens stagiaires de banque d'affaires new-yorkaise, qui en fait ont commencé à faire un tour du monde, et en fait ont défini leur concept autour de ce principe-là, c'est de faire des baskets éco-responsabilité, mais justement aussi en étant sur place et en contrôlant certaines choses.
Là-dessus, on a eu l'occasion, durant tout notre travail, de parler avec beaucoup de journalistes et on a pu échanger avec Marion Dupuis, notre journaliste qui nous a livré ses impressions sur le sujet. Là-dessus, sa citation parle bien plus que je ne pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, elle parle du fait que quand, pour beaucoup de marques, les mots précèdent les actions, Veja, c'était une marque qui a été sur le terrain à la rencontre des différents acteurs pour monter son business, pour leurs matières premières, que ce soit les deux, coton bio et caoutchouc sauvage, eh bien, les fondateurs vont au Brésil à la rencontre des coopératives de coton bio, ils voient comment ça se passe dans les plantations de coton, ils vont à la rencontre des coopératives de tissage et ils vont directement acheter leur caoutchouc sauvage en Amazonie à des populations qui véritablement vivent de ça. Donc après, ça ne s'arrête pas là, ils font le tour des usines au Brésil pour s'assurer que leurs baskets sont et seront fabriquées dans des conditions décentes pour les travailleurs. Donc là-dessus, c'est ce que Marion nous explique, c'est qu'il y a un véritable principe de réalité. Et que justement, comme les consommateurs se renseignent de plus en plus, tout le principe pour une marque, c'est la transparence. Et il faut s'assurer qu'elle l'est sur toute la chaîne. Et c'est vraiment ça ce qui est important. En ça, le fait de vous impliquer sur le terrain auprès de votre production est un atout indispensable pour agir avec transparence et aboutir, justement, faire aboutir en tous les cas votre sincérité auprès des consommateurs qui ont justement besoin de cette preuve supplémentaire. Avant justement de laisser la parole à Benjamin, j'aimerais bien que l'on s'arrête un petit peu sur effectivement tout ce que l'on vient de se dire. On a vu ensemble qu'il est vraiment important de se rappeler qu'à l'heure justement de la quête d'information et de vérité qui est de plus en plus importante chez les consommateurs, il est vraiment fondamental de rétablir un rapport de sincérité dans un environnement de confiance. Pour ça, n'oubliez pas de montrer plus de vous-même, que ce soit le côté émotionnel, le fait que vous êtes cohérent, que vous allez au bout de votre combat et que vous êtes vous-même au-delà de vos enjeux mercantiles et que ça se joue même sur le fait que vous soyez sur le terrain. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Benjamin. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup, Marine, pour cet exposé. Moi, de mon côté, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les solutions qu'on a pour vous aider. Mais vous aider à quoi? On l'a compris, pour être sincère en RSE, il faut agir concrètement. Par principe, le greenwashing ne peut pas être sincère. Il faut des preuves concrètes de vos actions. Et même si vous avez des preuves, même si vous agissez, il y a un problème, c'est que la défiance du consommateur est quand même là. Et nous, notre mission chez Média Figaro, c'est de vous aider à passer ce mur de défiance en portant vos preuves avec sincérité. Donc pour ça, on a 4 outils principaux. On va se plonger dans chacun de ces piliers là pendant quelques minutes. D'abord, comment utiliser nos médias de confiance, puisqu'ils sont vecteurs de confiance, comment les utiliser au mieux. Comment utiliser notre connaissance des audiences, notre compréhension de leurs attentes. Comment utiliser l'expertise éditoriale qui est propre à notre groupe. Et enfin, ne pas oublier un outil dont on parle beaucoup moins, qui est le SEO, pour pouvoir adresser des cibles qui sont en recherche active sur des sujets de RSE. Donc tout d'abord, les médias de confiance, j'en reviens à parler quand même de notre puissance. On parle chaque mois à 42 millions de lecteurs, hein, que ce soit en print et digital. Ça, c'est la rançon du succès, parce qu'on a des médias. On en parlait tout à l'heure. On sait lorsqu'on est sur justement de l'information la plus objective possible. On sait lorsque on est justement sur une analyse où là il peut y avoir un début de part de subjectivité. On sait quand on est sur un éditorial ou par principe même on est sur une vision très subjective des choses. Tout ça fait qu'on a une relation de confiance qui est unique avec nos audiences. Et bien ce qu'on a vu et ce qu'on a pu tester, c'est que cette relation de confiance, eh bien, elle a un effet sur les publicités qui sont diffusées justement, qui sont diffusées chez nous. Et là, c'est des chiffres que vous pouvez voir parce qu'on a commencé à post-tester finalement toutes les campagnes qui traitaient de sujets RSE sur ces derniers mois. C'est un grand baromètre qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle Perspective chez nous. Et vous pouvez le voir, à partir du moment où ces publicités vivent dans nos contextes, on se rend compte qu'à 68%, les consommateurs disent que c'est proche de leur intérêt. À 64%, ils découvrent un engagement de la marque. À 62%, ça a une image positive. Et tout ça, c'est sur des formats classiques. Nous, ce qu'on peut vous aider à faire, c'est justement les diffuser dans ces formats, mais aussi les événementialiser. Tout à l'heure, Marine parlait d'EDF qui avait pris la parole justement en période de déconfinement. Eh bien, on avait pu, par un dispositif print très innovant, un format vraiment impactant, donner une ampleur inédite à cette campagne. On peut le faire aussi en digital. Donc ça, c'est nos médias de confiance. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est la connaissance des audiences. En effet,
pour nous comprendre vraiment les aspirations des audiences et finalement comprendre sur quel sujet prendre la parole, quelles preuves mettre en avant lorsqu'on veut parler de RSE. On va pouvoir en parler à nos 450 journalistes. On a des journalistes qui sont experts sur toutes les thématiques. On va pouvoir se plonger dans la data. Vous en avez vu un exemple tout à l'heure avec la 5G. Mais on va aussi écouter tout ce qui se passe en social media pour comprendre la culture des audiences, pour comprendre leur langage, pour comprendre les nœuds d'influence, pour comprendre les émotions face à certains sujets. Tous ces outils, on les met dans les mains notamment de Social Stories, qui est notre agence interne. Et Social Stories, pour vous donner un exemple très concret, est en train de travailler avec un des plus grands groupes de BTP en France. Le BTP, forcément, c'est vu comme une activité très polluante. On ne peut pas construire des tours de 50 étages et se dire que ça n'a pas d'impact. Et pourtant, ils font de nombreuses choses pour commencer à bouger sur cette défense de l'environnement, pour limiter l'impact du secteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le genre de secteur où le moindre mouvement, le moindre changement dans la manière de produire a un impact très direct sur l'environnement. Mais alors, comment en parler et comment passer le scepticisme, justement, des audiences? Est-ce qu'il faut montrer des exploits passés de construction? Est-ce qu'il faut parler d'innovation? Est-ce qu'il faut parler des hommes et des femmes qui sont derrière? Tout ça, finalement, on peut accompagner les marques pour définir quelles preuves mettre en avant, choisir finalement l'angle qui permettra d'attaquer un sujet. Lorsqu'on est dans le secteur de la construction et du BTP, comment parler finalement de sa politique carbone sans hérisser le poil justement de la personne qui va recevoir le message. Pour ça, on va aussi vous aider avec notre expertise éditoriale. Nous, on a une recette qu'on appelle le brand journalisme. Le brand journalisme, c'est finalement très simple, c'est notre expertise journalistique au service des marques, des brands, le brand journalisme. Donc, d'abord, on choisit une expertise de la marque à mettre en avant. Une fois qu'on a bien choisi cette expertise, qui doit être une vraie expertise, une expertise réelle, on va essayer de trouver un angle original pour parler de cette thématique et de cette expertise. Ensuite, on va définir le meilleur support et le meilleur format pour développer cet angle éditorial. Et enfin, on va aller chercher les meilleurs talents pour le faire. Donc, le meilleur plume, le meilleur photographe, le meilleur réalisateur, la personne vraiment qui est la plus adaptée pour traiter le sujet. Tout ça, finalement, c'est un travail éditorial journalistique très classique. Simplement, on va le faire main dans la main avec une marque qui est très légitime pour défendre telle ou telle expertise. Il y a une règle d'or qu'il ne faut pas oublier dans le brand journalisme, c'est qu'il faut que l'article ou que le film ou que le podcast ait une réelle valeur ajoutée pour l'auditeur. S'il n'y a rien appris, si on a uniquement parlé de la marque, si on n'a pas ouvert les horizons de l'auditeur, à ce moment-là, c'est une opération qui est ratée, qui se rapproche finalement d'un public communiqué très descendant et qui n'est plus du tout en phase avec l'époque. Vous avez ici quelques exemples d'opérations qu'on a pu faire avec des clients, que ce soit avec Nespresso, avec Harmonie Mutuelle sur la défense des salariés, avec La Poste. Et en haut à droite, vous voyez un nouveau programme qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Impact. C'est un programme qu'on a mis en place pour que les marques puissent avoir une tribune RSE sur les réseaux sociaux. C'est des vidéos de 3 minutes où un directeur RSE, où là, vous avez le pilote avec Antoine Cyr de BNP Paribas, pour qu'il puisse s'exprimer sur un acte très concret qui a été fait et qui illustre la politique RSE de l'entreprise. Donc ça, c'est un programme qu'on va lancer dans les prochaines semaines et on espère que vous serez nombreux à interagir avec celui-ci. Et enfin, quelque chose dont on parle assez peu, c'est le fait que lorsqu'on touche à une thématique vraiment sociétale, eh bien, tous les gens n'ont pas le même niveau de sensibilité par rapport à un sujet. Si je prends l'exemple de la cause animale, on va avoir des gens qui ne vont pas du tout être sensibles par rapport à ça, mais on va avoir des gens qui vont être déjà très sensibilisés. Comment est-ce qu'on peut définir finalement ceux qui sont déjà sensibilisés et ceux qui ne le sont pas? Ceux qui sont sensibilisés, ils vont être en train de taper dans Google « produits non testés sur les animaux ». Ils vont être dans une recherche active. Ils sont sensibilisés, ils sont dans une recherche réellement sur notamment les moteurs de recherche. Et nous, il s'avère qu'on est l'un des grands spécialistes français du SEO, notamment grâce au groupe CCM et à des sites qui sont d'énormes carrefours d'audience, comme le Journal des Femmes, comme l'Internaute. Et on va pouvoir justement aller adresser et engager la discussion auprès de gens qui sont déjà sensibilisés à un moment où ils sont dans une recherche active. Si je reprends l'exemple de la cause animale, si j'ai tapé produits non testés ou produits de beauté non testés sur les animaux, que j'arrive sur le site du Journal des Femmes, sur des articles éditoriaux qui traitent vraiment de ce sujet-là, là, je suis au parfait moment pour pouvoir adresser mes preuves et les preuves de ce qu'a fait mon entreprise sur le sujet. On est capable aujourd'hui de faire des opérations avec un trafic 100% organique.
C'est-à-dire que cette personne qui s'intéresse finalement à la cause animale, je ne suis pas en train de l'adresser alors qu'elle est en train de lire quelque chose sur un sujet qui n'a rien à voir. Je vais pouvoir l'adresser à un moment où elle est dans une recherche exactement sur ce sujet-là. Et ça a une valeur énorme. Et c'est donc des dispositifs qu'on a commencé à monter. Le premier était avec Nissan, l'exemple que vous voyez à l'écran, par rapport à la voiture électrique. Aujourd'hui, je suis en train de me poser la question finalement de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Je suis dans cette recherche active. Si à ce moment-là, Nissan vient m'expliquer pourquoi est-ce que justement les efforts qu'ils ont faits dans ce sens-là sont plus poussés que leurs concurrents, je vais être beaucoup plus ouvert finalement à les écouter. Donc voilà, c'était ces 4 piliers sur lesquels on voulait insister sur la manière donc de vous accompagner pour pousser vraiment avec sincérité vos différentes preuves pour que ça ait l'effet escompté sur les consommateurs finaux. Donc, vous avez déjà fait ce travail d'analyse de vos preuves, vous avez une campagne forte, vous pouvez utiliser nos médias pour les sublimer et sublimer leur effet auprès de nos audiences. Si vous avez besoin encore d'aide, d'accompagnement pour choisir quelles preuves mettre en avant, pour mettre en forme votre discours ou pour communiquer à une cible déjà sensibilisée, à ce moment-là, on peut vous accompagner. Et sans sincérité, vos engagements ne passeront malheureusement pas le mur de défiance des audiences. Voilà un petit peu la conclusion que je voulais faire et on va prendre vos différentes questions. Je vais déjà répondre à Véronique Fima. Le brand journalisme est-il la version 2.0 du publi-reportage? Oui, même si le publi-reportage n'est pas mort. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir un besoin de publi communiqué très descendant venant de la marque. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en tout cas, pour traiter de sujets aussi complexes que la RSE, dans le contexte de défiance qu'on a aujourd'hui entre consommateurs et marques, c'est sûr qu'il faut faire évoluer les recettes et qu'il faut aujourd'hui avoir une qualité de contenu publicitaire qui puisse être en miroir de la qualité de contenu purement éditorial. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je voyais que Bertrand s'est reconnecté, donc si vous avez même des questions sur la partie de Bertrand, je sais qu'il y avait eu quelques discussions plus haut entre la différence entre sincérité et objectivité. Si vous avez des questions à reposer, c'est le moment. Ah. Alors là, je vais laisser Bertrand répondre sur celle-ci, je pense. Alors, comment contrer l'uniformité et être agile face au partage des articles des journaux et des réseaux sociaux? C'est une bonne question parce qu'effectivement, en termes de réseaux sociaux, vous l'avez vu, on parle souvent d'uniformité. D'ailleurs, les plateformes qui distribuent les articles proposent elles-mêmes des solutions techniques pour mieux diffuser les articles. À l'époque, c'était Instant Article et maintenant, c'est AMP. Donc, il y a effectivement un côté uniforme où tout se ressemble. Et ça, souvent, c'est quand même un peu une perte de crédibilité ou de sincérité. Alors, plusieurs choses sur les réseaux sociaux. Comme souvent, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est forcément un peu des deux. La première chose, on va commencer par le côté positif, c'est que c'est un relais d'information formidable pour nos contenus. D'ailleurs, il y a des études, je crois que c'était Ipsos récemment, qui confirment que les premières sources d'information sur les réseaux sociaux sont 3 sites de presse, Le Figaro, Le Monde et 20 minutes. Je ne sais plus dans quel ordre, mais globalement, c'était ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Le deuxième point, c'est que ça nous permet de travailler évidemment nos communautés, de nous adresser à des gens qui nous suivent et qui viennent pas forcément tous les jours sur nos sites et nos applis. Donc, c'est important pour pouvoir rester en contact avec eux. Et puis, le troisième point, c'est que ça nous permet également de nous adresser à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui viendraient pas précisément sur nos marques. Et donc, pour ça, on fait des contenus qui sont spécifiquement destinés à être diffusés sur les réseaux sociaux. On a lancé, par exemple, il y a quelques semaines, 3 ou 4 rendez-vous hebdomadaires, exclusivement en vidéo, en motion, etc., et qui sont diffusés que sur les réseaux sociaux pour TikTok, Insta, Snapchat, etc., et qui sont destinés à aller s'adresser à nos lecteurs hors les murs. Donc ça, c'est pour le bon côté. Le mauvais côté, on le connaît tous ici, c'est que effectivement, et Blanche Gardin a fait un sketch formidable que je peux vous conseiller aussi pendant les fêtes pour expliquer que c'était un peu le café du commerce qui arrivait dans les salons du pays tout entier et que donc on n'était pas à l'abri
de fausses informations et que l'émotion prenait souvent le pas sur la réflexion. Donc ça, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que c'était la question, mais en tout cas, c'était la réponse que j'ai faite. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ou d'autres avis auxquels je peux contribuer? Alors, est-ce que malheureusement les consommateurs sont plus sensibles aux informations données par les influenceurs ou par les journalistes? Alors, oui, c'est pas forcément malheureux parce qu'il faut pas dire il y en a un qui est tout bien, il y en a un qui est tout noir et les influenceurs c'est les méchants, les journalistes c'est les gentils. C'est pas le cas et c'est pas le propos. La seule chose c'est qu'il faut toujours avoir conscience de la personne qui délivre le contenu et quelque part de sa qualité au sens propre. Et je pense que vous l'avez compris à travers le discours. La différence entre un influenceur et un journaliste, c'est que l'influenceur, il va mélanger quelque part le fait et le commentaire. Et derrière tout ça, également, une forme d'intérêt direct, contrairement au journaliste qui, théoriquement, ne va pas mélanger à la fois le fait quand il va reporter, l'analyse, ou également quand il va donner son avis et qui ne sera pas rémunéré pour ça. Donc, ça pose des barrières qui, évidemment, sont différentes et qui, normalement, sont quand même plus sécurisantes au titre de l'information et de la diffusion de l'opinion quand on parle de journaliste. Voilà, donc les lecteurs, est-ce qu'ils sont plus sensibles aux influenceurs qu'aux journalistes? Bon, j'espère pas. Je pense qu'ils sont sensibles différemment et j'espère pour eux qu'ils font la différence. Alors là, il faudrait que Julia de Finesse soit là pour pouvoir répondre philosophiquement à cette question concernant la sincérité et la subjectivité. Voilà. Bon, écoutez, je me sens pas le courage de répondre intelligemment à ces termes-là. J'ai essayé de vous montrer que dans chaque propos, par définition, il y avait une forme de subjectivité, mais que en étant sincère dans la façon dont on s'adresse à l'audience, en essayant de mettre des barrières, en essayant d'être clair dans le contrat et de lecture et donc le contrat de confiance qu'on avait avec le lecteur, eh ben, la place qu'il y a forcément pour la subjectivité, eh ben, on essayait de l'exprimer sincèrement en disant au lecteur, voilà, à cet endroit-là, c'est notre analyse, c'est notre point de vue, c'est ce qu'on pense, et puis à cet endroit-là, c'est un fait, et puis à cet endroit-là, bah, c'est encore plus que de l'analyse, c'est vraiment notre point de vue, c'est un éditorial, et là, on te dit ce que l'on pense. Donc, on essaye au moins de s'adresser en toute clarté et donc en toute sincérité à notre lecteur, certainement de manière subjective, bien évidemment, parce qu'on est tous un petit peu subjectifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres tableaux bleus. Je vois que Benjamin revient. Alors, je vais laisser la parole à Benjamin. Celle-ci. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas parlé tant que ça enfin, on a un petit peu parlé de data dans ce qui était la connaissance des audiences. Donc, c'est vrai que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir finalement de quelle manière tel ou tel sujet va entraîner beaucoup d'intérêt de telle ou telle cible. On est sur une data dans ces cas-là qui est assez anonymisée, donc qui est pas vraiment un problème. Et après, donc on n'est pas du tout sur la même problématique que la data lorsqu'on l'utilise vraiment pour le ciblage. Et on n'est pas non plus sur un ciblage pour un discours qui est purement commercial. Donc, pour nous, là, à partir du moment où justement on utilise cette data vraiment en amont, intelligemment, pour pouvoir bien définir quel est le sujet qu'on va traiter, je ne pense pas que ce risque-là soit vraiment présent. Aurore ? Eh bien, chers amis, nous allons devoir vous quitter. Nous avons été ravis de partager tous ces éléments avec vous. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné à réfléchir. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre carnet de l'intérêt. Donc voilà, encore une fois, un grand merci pour votre écoute, votre attention, vos questions. Nous avons essayé d'y répondre avec sincérité. Donc à très bientôt et écoutez, bon appétit à tout le monde et joyeuses fêtes de fin d'année.